Gamma Draconis est une collaboration franco-japonaise puisqu'on retrouve le français Benoît Simat au scénario et le japonais Eldo Yoshimizu au dessin. Ce livre est sorti en 2020 chez Le Lézard Noir. Il est en grand format et comporte environ 250 pages. Il propose une couverture cartonnée et anecdote, je trouve que le papier ou l'encre a une fragrance très perceptible, ce qui n'est pas pour me déplaire. Oui, il y a ceux qui sniffent de la colle, moi je renifle des livres. Et alors? Bref, on a une édition ici visuellement et tactilement des plus sympathiques et sa taille permettra notamment de profiter au maximum des planches du dessinateur. La taille de la police est également grande et c'est vraiment appréciable pour les bigleux comme moi. L'histoire commence par une nuit londonienne où on voit deux individus voler un artefact dans un musée. Ils ont commis leurs méfaits pour le compte d'une multinationale, Gamma, qui immédiatement semble être des plus louches et mal intentionnées. Suite à cette introduction, on est transporté à Paris où on rencontre notre héroïne, Aiko, étudiante japonaise à la Sorbonne. Elle prépare une thèse et s'intéresse de près à l'occultisme et aux religions d'Europe. Elle va alors être témoin de certains événements des plus étranges et effrayants, comme une attaque a priori surnaturelle sur l'un de ses professeurs. On va alors découvrir que derrière cette façade d'étudiante lambda se cache un autre visage et surtout un héritage familial mystique. Entre Paris, Londres et le Japon, elle va participer à une course contre la montre pour contrecarrer les plans de Gamma qui semble être prêt à tout pour atteindre son but occulte. Qu'allait-il? Accéder à l'immortalité en perçant le secret de la conscience et à séparer le corps physique. Oui, rien que ça. Entre transhumanisme, occultisme, croyance et paranormal, le temps est compté et les risques sont gros. Reste à découvrir où tout ça va mener notre héroïne et ce qui se cache au sein de Gamma. À mon humble avis, la force et l'intérêt de Gamma Draconis se situent avant tout dans sa proposition graphique. Je vais donc commencer par là. Le dessinateur ne manque en effet pas d'idées et d'imagination pour donner vie au scénario. Par exemple, pour représenter le ciel nocturne londonien, l'artiste affiche un ciel presque sale, comme si un aérosol avait été utilisé. Cela produit un effet de remplissage craché et incomplet, ce qui est bien vu pour dépeindre une nuit citadine qui n'est effectivement jamais uniformément noire à cause des éclairages et des sources de lumière de la ville. On verra souvent des cases se superposer au décor, s'imbriquer les unes dans les autres et elles sont parfois dénuées de bordures. Ça nous donne l'impression de regarder un collage d'images, ce qui accentue la nervosité, la vitesse, le rythme, la succession des scènes, car il y a alors une absence de pause visuelle, de scission. Il y a un fort contraste entre l'encre noire et le blanc du papier, car le dessinateur appuie fortement sur son trait qui devient alors gras, riche, très prononcé. Yoshimizu travaille également beaucoup les ombres, notamment sur les visages, ce qui pourra d'ailleurs faire penser au travail de Kazuo Umezu, connu pour savoir faire de même. L'ensemble du dessin a donc un caractère très sombre, presque étouffant, oppressant. Pour prendre un exemple très parlant, on peut citer cette pleine page intégralement remplie de noir, sauf pour deux bulles de texte et une cabine d'ascenseur qui, elle, affiche un fond blanc. Les sentiments de claustrophobie et de mystère sont alors immédiats et inévitables. On pourra également relever que toutes les pages annonçant un nouveau chapitre sont d'un noir profond et immaculé. Coïncidence ou complot du FBI? Le dessin de Yoshimizu peut aussi invoquer celui de Tsutomu Takahashi, dans le sens où ici aussi on voit presque chaque coup de crayon ou de pinceau. Les remplissages ne sont pas uniformes, ils sont inachevés, incomplets. Le moindre interstice entre les traits n'est pas comblé à tout prix. C'est par exemple très visible quand on s'attarde sur les vêtements.
fortement. Tout comme chez Takahashi, ce trait frénétique provoque un sentiment de dynamisme, de nervosité, de vélocité. Il y a des idées de mise en scène intéressantes, comme celle d'un interrogatoire policier croisé. À un moment donné, deux personnages sont questionnés simultanément, mais dans deux pièces différentes. On verra alors une suite de cases montrant tour à tour un personnage, puis l'autre. Cette alternance rend ces deux scènes très dynamiques, malgré leur nature de dialogue posé. De plus, ça permet d'établir un contraste entre les deux personnages, l'un étant jeune et candide, l'autre vieux et pas si ignorant que ça. Dans cette succession de cases, il y a également une répétition et un effet miroir. Le positionnement de l'œil du lecteur sera le même pour les deux personnages. D'abord de profil, puis de dos et enfin de trois quarts face. Cette juxtaposition contribue également à bien marquer les différences entre les réactions des personnages. En ce qui concerne les références, j'ai relevé ou surinterprété au choix quelques éléments. Par exemple, sur le plan architectural, les tours londoniennes de Gamma m'ont beaucoup fait penser au visuel cyberpunk du film Blade Runner. Leur aspect futuriste, sombre, inquiétant et leur contraste avec le reste de la ville m'ont rappelé les gratte-ciel de la mégalopole dystopique et le siège de la société Tyrell dans l'œuvre de Ridley Scott. Et toujours au sujet des clins d'œil, c'est moi ou lui c'est Jean Rochefort et lui c'est Lino Ventura. Par contre, si tout ou presque est noir dans ce manga, tout n'est pas rose. Il y a des choses curieuses et même des éléments qui portent préjudice à l'œuvre, en tout cas à mon humble avis. Par exemple, les onomatopées. Leur traduction est inconsistante. Elles sont parfois laissées en japonais, mais ailleurs, elles sont traduites en français. Ça semble trop évident pour être un oubli, donc honnêtement, je n'ai pas compris. Bizarrement, certains noms de personnages font vraiment très cliché parce qu'ils sonnent presque trop français ou trop anglo-saxons. Par exemple Pierre Lepuy ou Jane Powells et autres. Le pire étant un flic appelé Lestrade, comme dans Sherlock Holmes donc. J'avoue ne pas comprendre le choix de ces noms très stéréotypés et à la limite du crédible. Autre chose, le flow narratif est très fragmenté, avec l'utilisation très fréquente d'ellipses indiquées par des didascalies, une heure plus tard, le lendemain, etc. Il y en a vraiment beaucoup et on ne reste donc jamais longtemps au même endroit ou dans la même temporalité. Résultat, le récit ne prend pas son temps. Tout va très vite. Et la conséquence de ça, c'est que le scénario donne l'impression soit d'avoir été trop ambitieux par rapport au nombre de pages, soit de lire l'ébauche, l'introduction d'une histoire qui aurait dû s'étaler sur beaucoup plus de pages. Pour seulement 250 pages, il y a beaucoup de personnages qui passent leur temps à se croiser à l'échelle internationale. Par conséquent, pour la plupart d'entre eux, ils seront donc condamnés à garder un rôle de second couteau, voire de figurant glorifié. Et cerise sur le gâteau, le livre se termine par une fin précipitée en quelques dizaines de pages où tout va très vite et ose une fin ouverte et le miroitement d'une suite. C'est vraiment dommage à mes yeux car le titre possède une identité visuelle forte et séduisante, mais il est desservi par un scénario probablement trop ambitieux. Ça reste une lecture que je recommande, simplement pour ses visuels, ses thèmes, son univers et surtout pour sa toile de fond originale à la croisée des chemins entre l'Europe et le Japon. S'il devait y avoir une suite, j'espère simplement que cette fois le scénario ne s'éparpillera pas autant ou alors que la suite sera plus longue et prendra cette fois le temps de développer ces personnages qui ne seront pas sacrifiés sur l'autel du rythme. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur Au Rayon Manga. Bye bye tout le monde et n'oubliez pas, restez curieux.